Pendant à peu près 30 minutes, 35 minutes, je vais vous parler de ce que nous savons sur le problème de la construction du sexe. C'est un vaste sujet, 25 ans de travail, résumé en 30 minutes. Donc je vais souvent effleurer des problèmes. Et parfois, un mot, une phrase mériterait une heure de discussion, mais je pense que vous le souleverez vous-même. Donc, la construction du sexe, je vais commencer par ce magnifique tableau de Rubens que vous irez voir à Anvers, dans sa maison. Alors la question essentielle, c'est de quoi on parle. Est-ce que le sexe, c'est défini par les chromosomes? Est-ce que c'est défini par l'histologiste qui regarde l'intérieur du corps? Est-ce que c'est l'extérieur du corps qu'on reconnaît facilement? Ou bien c'est comment moi je me perçois? Ou bien c'est comment les autres me perçoivent? Alors en tant que biologiste, je vais vous prouver que pour nous biologistes, c'est de ça dont on parle. C'est ça qui définit tous les autres caractères. C'est la gonade qui va définir le phénotype, mon sexe cérébral et comment les autres me voient. Avec parfois des problèmes que je verrai plus tard. Alors, ce que je voudrais vous montrer très rapidement, c'est que la construction du sexe, la nature, comme l'a déjà dit Pierre-Henri Gouillon, a 1000 fois été imaginative, extrêmement variée. Et je peux résumer ainsi cette variation. On a d'abord, pour avoir donc des gonades mâles ou femelles, on a d'abord un signal primaire. Et ce signal primaire, il peut être soit génétique, la présence du chromosome Y ou son absence, soit l'environnement. Je vous montrerai quelques résultats chez certains reptiles. Et ensuite, ce signal primaire va activer une série de cascades de gènes, que j'ai marquées par des points d'interrogation, combien il y a. Et cette cascade étant définie, on va avoir un testicule, une gonade mâle, qui va produire des óvules mâles et évidemment des gamètes. Et en l'absence de signal extérieur d'environnement ou du chromosome sexuel, on va avoir un ovaire qui va produire des gamètes, des ovocytes et des hormones femelles. Voilà un petit peu cette variation. Donc vous voyez déjà, il y a une variation. Le signal primaire, il peut varier d'un organisme à l'autre. Alors j'ai résumé ici très rapidement ce signal primaire. Parfois il est génétique. La présence du chromosome Y chez les mammifères, chez certains reptiles, chez certains amphibiens ou chez certains poissons. Ou au contraire, un chromosome qui n'est pas le chromosome Y, mais qui est le chromosome W, mais vous voyez déjà une variation. Chez les oiseaux, c'est la femelle qui est hétérogamétique, c'est-à-dire qu'elle a deux chromosomes différents, alors que c'est chez le mâle, chez nous. Et alors que le mâle, lui, il est homogamétique, alors que chez les mammifères, c'est deux chromosomes X. Donc vous voyez déjà une variation dans la contrôle génétique. Et puis ici, vous voyez certains reptiles dont je vais parler, le contrôle n'est pas du tout génétique. C'est l'environnement qui va faire qu'on va avoir certains crocodiles, mâles ou femelles. Parfois, sur certaines espèces, je vous montrerai, c'est les poissons, où on a un contrôle génétique, mais il y a un contrôle environnemental qui vient réguler tout ça. Alors, le plus caractéristique, c'est la tortue, et une tortue que mon collègue Claude Piot travaille et qu'il va chercher dans les étangs de la Brême, près de Châteauroux. C'est une jolie tortue, et vous voyez que le sexe varie en fonction de la température. Lorsque la température est inférieure à 29 degrés, on n'a que des mâles, un petit peu dans notre saison actuelle, et lorsque la température augmente, on n'a que des femelles. Alors, ce que je veux dire mâle et femelle, c'est la température au moment de la conception de l'embryon. Et regardez ici, on a encore des variations. Voilà la tortue de la Brême. La différence, c'est le créneau, c'est 28, 29. Au-dessus de 28, on n'a que des mâles. Au-dessus de 29,5, on a des femelles. Mais vous voyez que pour la tortue du Maghreb, c'est l'inverse. C'est pas l'inverse, mais le seuil est différent. Donc c'est le seuil de température. Pour les poissons, j'ai pris comme exemple des poissons sur lesquels nous travaillons, soit la truite, soit le tilapia, ce sont des poissons commerciaux. Et c'est important d'avoir des mâles ou des femelles. Ce que vous mangez dans votre plat, c'est des mâles. Parce que la femelle, peut-être qu'on en parlera plus tard, utilise beaucoup de ton énergie pour faire ces organismes de reproduction. Donc ce n'est pas intéressant pour l'alimentation. Alors regardez, le mâle, c'est XY comme les mammifères, la femelle est XX, mais je peux prendre une femelle et mettre des androgènes, et je vais avoir un mâle. Et ce mâle, il a un testicule, il produit des spermatozoïdes et il se comporte comme un mâle. Inversement, je peux prendre une femelle qui est XX et je lui mets un inhibiteur de l'aromatase et je vais le transformer en mâle. Inversement, je peux prendre un mâle XY
et lui donner des oestrogènes, et je vais le transformer en une femelle. Donc, par ce jeu, on peut avoir un mâle XY croisé avec une femelle XY. Et on aura des animaux YY, des super mâles. C'est ce qu'on appelle des néo-mâles. Donc vous voyez, voilà un exemple de contrôle du sexe tout à fait surprenant. Il y a un contrôle génétique, mais là-dessus, l'environnement peut modifier beaucoup de choses et d'une manière profonde. Évidemment, ce traitement doit se faire au stade alvin. Alors, pour nous, mammifères, les choses sont un petit peu plus simples, encore que vous verrez qu'à la fin, c'est toujours compliqué. Donc, quand on a un chromosome Y, on produit une gonade de type testicule qui va produire des hormones mâles, et en particulier une hormone qui s'appelle l'AMH, qui va contrôler, parce que pour construire un sexe, il faut une gonade, mais il faut aussi des tubes, la plomberie, qui va permettre aux gamètes d'aller au bon endroit ou pour la fécondation aller dans l'utérus. Donc cette plomberie, c'est ce que j'appellerais le canal de Wolff ou le canal de Muller. Alors ce canal de Wolff, sous l'effet de l'hormone antimullérienne, va permettre de faire les conduits de la masculinité, et avec les hormones androgènes, on va avoir un pénis et un scrotum. Inversement, en l'absence du chromosome Y, c'est l'ovaire, c'est l'absence d'AMH, et donc les canaux Muller qui vont persister, et on va avoir l'utérus, le vagin et la vulve étant sous le contrôle de l'hormone femelle. Donc voilà un petit peu un schéma relativement grossier et relativement simple. Voyons un petit peu plus dans les détails maintenant. Ça va me permettre de parler de temps. Alors, jusqu'à la 5e semaine, rien ne se passe. Et puis à la 5e semaine, il va y avoir apparition, je vais vous montrer tout à l'heure un schéma, apparition d'une gonade avec ces deux tubes, ces deux tubes que j'ai appelés Muller et Wolff. Mais cette gonade et ces tubes démontrent que jusqu'à la 5e semaine, l'embryon humain ou l'embryon du mammifère est bipotentiel. En fonction d'actes chirurgicaux, comme par exemple chez le lapin où on peut enlever la gonade, on peut faire un mâle et une femelle. Donc il y a cette bipotentialité qui est peut-être un résidu du caractère hermaphrodite, peut-être de nos arrière-ancêtres. Alors, à la 7e semaine, non, ici, à la 7e semaine, on commence à reconnaître une gonade qui va devenir testicule. Alors que la femelle, elle, j'ai fait une erreur, c'est à la 8e semaine. Donc il y a un décalage. Le programme mâle commence une semaine après le programme femelle. Et dans le programme mâle, il va y avoir organisation de la gonade, et surtout il va y avoir production de deux hormones. L'hormone antimullérienne qui va faire régresser le canal M, ce qui fait que l'homme n'a pas d'utérus. Et quand cette hormone est mutée, on va avoir un utérus, c'est ce qu'on appelle des hommes à utérus. Ça existe. C'est rare, mais ça existe. Et inversement, les cellules qui vont produire les androgènes vont stabiliser le canal M, et on va avoir ainsi l'épididyme. Inversement, une semaine après, je vous ai dit la différenciation du testicule mâle, la gonade femelle va commencer à se différencier, on commence à la distinguer, et là, l'hormone antimullérienne n'étant pas présente, le conduit M va persister, et on va avoir un oviducte, un utérus et un vagin. Donc vous voyez, les choses sont relativement tôt, un décalage, avec un contrôle non seulement de la gonade, mais de la plomberie qui est nécessaire. Alors je vais vous montrer quelques figures. À 5 semaines, voilà un embryon humain. La crête génitale, tout se passe ici dans ce schéma-là que je vous ai présenté. Cette crête génitale où tout va se passer, mais pour l'instant on ne voit rien, sauf si on est capable de regarder les chromosomes, ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Vous voyez, tout se passe ici. C'est là, ces deux petites structures où tout va se passer à la 5e semaine. Derrière, vous avez une structure que je vais appeler sur un nom barbare le mésonéphros. Et puis derrière, ce sont les reins embryonnaires. Donc à la 5e semaine, pour l'instant, vous voyez, on sera incapable de distinguer si cette gonade va devenir mâle ou femelle. Et puis, il va y avoir une série de gènes qui vont permettre à cette gonade de se différencier, de donner une gonade bipotentielle, pour l'instant capable de devenir soit testicule, soit ovaire en fonction du contrôle génétique. Et là, sur ce schéma, quand le chromosome Y est présent et que cette gonade bipotentielle a été formée, alors on a un testicule. En l'absence du chromosome Y, on verra tout à l'heure. Donc la question, c'est comment on peut savoir
comment est construite cette gonade bipotentielle? Alors, pour répondre à cette question, on fait je vais aller très rapidement, mais je vais vous décrire les principes. Comment on peut résoudre la question, comment est faite cette gonade bipotentielle? Comment est-ce qu'elle est contrôlée génétiquement? Voilà un peu ce que nous sommes capables de faire chez la souris. Voilà donc notre crête génitale avec le mésonéphros. Nous avons une série de gènes candidats. Je passe sur pourquoi on sait que c'est ces gènes-là. Et on est capable chez les atouris de les casser. On appelle ça inactivation. Et quand on casse un de ces gènes, voilà ce que devient la crête génitale. Elle est dégénérée. Alors ce qui est très intéressant, c'est quand on casse ces gènes, non seulement on n'a pas de gonade, mais on n'a pas de gonade soit testicule, soit ovaire. Ce qui est logique. Quand on casse ces gènes-là, on ne peut pas avoir ces deux gonades bipotentielles, on n'aura ni testicule, ni ovaire au stade adulte. Et c'est un peu ce qui se passe chez l'homme quand on a des mutations de ce gène-là. On a des individus qui sont femelles, quel que soit leur sexe. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Quel que soit le karyotype. Je reviendrai tout à l'heure sur l'importance des malades. Alors voilà un petit peu ce que nous faisons aujourd'hui. Enfin, quand je dis nous, ce sont mes collègues, Blanche Capelle. On est capable de reconstruire le système in vitro dans des boîtes de pétri. C'est ce qu'on appelle une expérience sandwich. On va mettre la gonade et le mésonéphros. Alors pour le distinguer, on a pris une souris qui a un gène qui permet à ces tissus d'être bleus. Donc on a le mésonéphros en bleu et on prend la gonade d'une souris qui n'a pas ce marqueur bleu. Et donc vous voyez que là, il se passe des choses très importantes, dramatiques. C'est que quand on met le mésonéphros avec une gonade XX femelle, eh ben, il n'y a aucune migration cellulaire du mésonéphros. Par contre, quand on fait la même construction avec un mésonéphros et une gonade qui va devenir mâle, alors vous voyez, il y a des processus de migration qui sont très intéressantes, qui sont des migrations des cellules qui vont former les tubules testiculaires, mais aussi des cellules qui vont vasculariser cette structure. Et ce que nous avons montré, ce qui a été montré, c'est que cette migration présente dans la gonade mâle, future gonade mâle, et pas dans la gonade femelle, on la connaît, ce facteur. C'est un facteur qu'on appelle FGF9, le fibroblast growth factor. C'est un facteur de croissance. Et vous voyez, quand on prend une gonade femelle et qu'on met ce facteur, alors on masculinise. On va pouvoir transformer cette gonade XX en testicule. Donc voilà un petit peu comment se construisent. Alors évidemment, dans cette construction, pour que la gonade bipotentielle devienne testicule, il y a évidemment les chromosomes sexuels. Et je vais vous dire deux mots sur le chromosome Y, parce que c'est un chromosome vraiment très intéressant sur lequel nous travaillons. Le chromosome X, le chromosome Y. Alors je vais vous montrer que ces deux chromosomes-là, ils ont vécu ensemble très longtemps, et puis ils ont divorcé comme un couple. Voilà, on le reconnaît très facilement, le chromosome X, le chromosome Y et le chromosome X. Alors, je vous dis, ils sont un couple parce que dans la gonade mâle, voilà le chromosome X et voilà le chromosome Y, ils sont ensemble. Ils sont ensemble très longtemps. Ils sont ensemble de ce petit corpuscule que l'on appelle la vésicule sexuelle. Ils sont ensemble et ils sont séparés des autres chromosomes. Et ils sont ensemble parce qu'ils ont quelque chose ensemble que je vais appeler, vous allez vous souvenir, la région pseudo-autosomale. Ils ont quelque chose en commun. Et ce quelque chose en commun nous démontre qu'en fin de compte, ils étaient ancêtres, ils avaient le même ancêtre. Et on a la preuve qu'ils avaient quelque chose en commun parce que quand on a séquencé, je vous signale que le chromosome Y a été séquencé en juin 2003, ça nous a apporté des informations extrêmement intéressantes qui feraient l'objet d'une conférence. Sur ce chromosome, on voit qu'il y a très peu de gènes, 60 gènes, et qu'il y a des gènes qui sont identiques au chromosome X, donc on dit que l'Y et l'X ont un ancêtre commun. Alors, on a retracé une histoire qui est une hypothèse, mais qui a de bonnes raisons d'être vraie. Voilà l'histoire des chromosomes sexuels. Voilà l'X et l'Y aujourd'hui. Enfin, l'X et l'Y dérivent d'un même chromosome ancestral, et il y a 300 millions d'années, ils ont commencé à se séparer. Parce qu'il y a eu une mutation au niveau d'un gène identique sur les deux chromosomes qui a muté, qui s'appelle SRY, sur lequel je vais revenir. Dès qu'il y a eu cette divergence, ils ont commencé à se chamailler, un petit peu comme un couple qui commence à avoir des différences. Et à mesure qu'ils se sont séparés, qu'ils se sont chamaillés, ces différences se sont aggravées. Il y a 100 000 ans, il y a eu déjà
un raccourcissement du chromosome Y, alors que le chromosome X, lui, comme il passe une partie de sa vie dans la méiose femelle, il est protégé. Et le chromosome Y tout seul a commencé à rapetisser, et maintenant, c'est notre plus petit chromosome. Au départ, il y avait 1500 gènes sur ce que j'appelle le proto-X et le proto-Y, et maintenant, il n'y en a plus que 80. Donc le chromosome Y, dans cette histoire désastreuse, est en train de perdre la bagarre. Alors, comment on sait cela? On sait cela parce qu'on a séquencé le chromosome Y, on a presque séquencé le chromosome X, et on a regardé qu'est-ce qu'il y avait comme gènes identiques, qu'est-ce qu'il y avait comme gènes différents. Et on a retrouvé 4 groupes. Un groupe très différent entre l'X et l'Y, probablement une divergence il y a 100 000 ans, et un autre groupe très récent, probablement une divergence très récente. Et probablement, ces groupes en jaune, probablement, c'est séparé ici, et ce groupe en orange, c'est séparé ici. Donc voilà un petit peu les raisons pour lesquelles nous pensons que ce schéma hypothétique vraiment repose sur des arguments génétiques. Alors voilà la conclusion. Donc le scénario Y, c'est un scénario catastrophe, une séparation depuis 300 000 ans d'années, des remaniements chromosomiques, inversion, condensation, contraction, délétion, grande perte de gènes. Et je n'ai pas le temps de vous le dire, mais ça se passe encore aujourd'hui. Notre chromosome Y, nous, hommes, est en train de souffrir de ce divorce. Et ces microdélétions sont responsables d'infertilité masculine. Si vous voulez, on en discutera plus tard. Mais je vous dis, à ce rythme-là, notre chromosome Y va se séparer. Et il y a une espèce où le IC, il a déjà disparu. Voilà 2 petits rongeurs des forêts nordiques de Sibérie. C'est ce qu'on appelle les lobus. Il n'y a plus de chromosome Y. Et pourtant, il y a des mâles et des femelles. Donc, peut-être, mon hypothèse, c'est peut-être on revient en arrière. On recommence comme avant, il y a 300 millions d'années. C'est une possibilité. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur le chromosome Y. Vous voyez, c'est très rapide, c'est passionnant. On pourrait vous en parler un peu plus. Maintenant, je vais rentrer un petit peu dans le gène majeur de la masculinité, c'est-à-dire le gène SRY, et je vais vous montrer dans cet exemple comment on a pu isoler ce gène vers les années 1990. Comment on a pu isoler ce gène et comment on a pu montrer qu'il y avait d'autres gènes. Donc on a une formation d'une gonade bipotentielle en présence du chromosome Y qui porte SRY, comme vous allez le voir, on va avoir le schéma testicule et pas le schéma ovaire. Alors, l'isolement de la plupart des gènes que nous connaissons, dont je vous ai parlé, sont dus à l'analyse des malades. Ce sont des maladies rares, mais ce sont des maladies d'un extrême intérêt pour notre connaissance. Ce sont des maladies très invalidantes, responsables d'ambiguïté sexuelle, et si vous voulez, j'en parlerai un petit peu à la fin pour dire que tout n'est pas simple chez ces patients. Alors, il y a 2 grands types de malades. Il y a des individus qui n'ont pas de chromosome Y et qui sont pourtant des hommes, qui ont du testicule. Et il y a des individus qui ont un chromosome Y et qui sont pourtant des femmes, qui n'ont pas de testicule. C'est ces pathologies-là que nous étudions. Dans le cas d'une consultation que nous avons avec des chirurgiens, des psychologues, des cliniciens, des endocrinologues pour le conseil génétique. Alors, ces hommes XX, par exemple, sont tout à fait normaux. Ils consultent parce qu'ils ont une infertilité. Par contre, ces individus XX ont un testicule, mais ils sont détectés à la naissance par le pédiatre à la naissance parce que l'enfant n'a pas un pénis, il est petit, ou bien il a ce qu'on appelle une hypospadia, c'est-à-dire que l'orifice de l'urètre ne se fait pas à l'extrémité du pénis, mais en dessous du pénis. Quand il fait pipi sur ses chaussures. Et l'hermaphrodite, c'est la même chose. Alors voyons un petit peu comment les mâles XX vont être utilisés pour isoler le gène majeur du sexe, et comment les femmes XY, alors ces femmes XY, elles sont des femmes tout à fait normales, simplement elles consultent parce qu'à la puberté, elles n'ont pas leurs règles. Et quand elles veulent avoir des enfants, elles sont infertiles, évidemment. Donc elles consultent pour infertilité. Alors voilà un garçon, tout à fait normal. Il consulte, il consulte parce que souvent ces garçons ont des petites gonades, donc il peut être détecté au moment du service militaire quand on nous déshabillait devant le capitaine et qu'on nous palpait les testicules. Je ne sais pas si ça n'existe plus, mais moi je l'ai subi, c'est pas agréable. Alors voilà, ce garçon, vous voyez, il a 2 chromosomes X. Mais avec des techniques très fines, on se rend compte que ces 2 chromosomes X, ils ne sont pas tout à fait identiques. Vraiment, c'est des techniques très subtiles de cytogénétique à all banding. Vous voyez que voilà le chromosome X normal, et voilà le chromosome X qui est coupable. Vous voyez que ce chromosome X
anormal, il a un petit truc noir ici que n'a pas l'autre. Et donc, il y a un petit peu de matériel Y qui est allé sur l'X. Comment se fait-il qu'un peu de matériel Y soit sauté sur l'X, une translocation? Eh bien, c'est à cause de cette communauté que je vous avais parlé tout à l'heure. Ils sont ensemble pendant très longtemps dans cette vésicule sexuelle. Je résume. Voilà le chromosome X, voilà le chromosome Y. Vous voyez, ils ont ensemble quelque chose que j'ai appelé la région pseudo-autosomale. Et normalement, cette région, ils s'échangent du matériel. Mais chez les mâles XX, enfin, chez les pères de ces mâles XX, il y a un échange, mais en dessous, illégitime. Donc, ça veut dire que ça, c'est le chromosome Y. La région commune est en noir entre X et Y. La région verte, c'est la région Y spécifique. Et vous voyez que cet échange fait qu'il y a un peu de matériel vert de l'Y qui va aller sur l'X. Voilà donc un X normal et un X avec un peu de matériel. Et ce matériel vert, ce que nous apprennent ces malades, c'est qu'avec ce matériel vert de petite taille, il y a l'information nécessaire et suffisante pour être mâle. Donc, on a séquencé cette région minimale nécessaire pour être mâle, et on a isolé un gène, dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle SRY, pour sexe région Y. C'est un petit gène, petite taille, qui code pour une protéine de 204 acides aminés, mais déjà on avait remarqué qu'il avait une séquence protéique que je vais appeler maintenant HMG, qui nous dit beaucoup de choses. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est quelque chose qu'on connaissait déjà. Alors comment prouver, alors ça c'est intéressant, comment nous, généticiens, nous pouvons prouver que ce gène, c'est le gène du sexe? Il y a deux manières. Voilà ce gène. On peut regarder son expression dans les gonades. Hein. Je vous ai dit, ça c'est chez la souris, ça ce sont les crêtes génitales. Et au moment où la gonade bipotentielle va devenir testicule, on voit que ce gène commence à colorer, ça c'est l'hybridation ici, commence à colorer la surface des crêtes génitales. Et puis à mesure que le temps augmente, cette coloration augmente, ça veut dire que ce gène s'exprime. Donc ce gène s'exprime au bon moment, là où on s'attend. Mais ce n'est pas la preuve. La preuve vient de deux expériences. Une expérience que nous avons faite chez l'homme, en utilisant justement ces femmes. C'est une femme africaine de 24 ans qui consulte pour aménorrhée. Son karyotype est XY. Donc, on a regardé ce gène SRY. Et voilà ce qu'on a trouvé. Donc, chez son père, dans cette boîte que je vous ai appelée HMG, au niveau du codon 160, on code pour l'acide aminé méthionine. Et chez sa fille XY, au lieu d'avoir méthionine, on a isoleucine. Ou encore, au lieu d'avoir le codon ATG pour coder pour méthionine, on a ATA. Alors, chaque fois que je raconte cette histoire, ça m'impressionne moi-même. Parce qu'un changement de G en A a des bouleversements considérables pour un individu. Vous voyez la fragilité de notre système. C'est incroyable. Chaque fois que je raconte ça, je suis impressionné. Comment ça se fait que ça ne se passe pas si souvent? Il y a des contrôles génétiques, heureusement. Ça, c'est donc une preuve. Quand le gène SRY mute, on change de sexe. Et ça explique donc ces femmes XY. Donc il y a une mutation dans la méiose du père qui fait que SRY, normal, a été muté chez cette fille, mais pas dans les autres membres de la fratrie. L'autre preuve, elle est beaucoup plus royale, elle est beaucoup plus difficile à réaliser, c'est l'épreuve de transgénèse, dont je vais souvent vous parler. On prend des œufs fécondés et on va leur injecter le gène SRY de souris. Donc on va injecter soit des œufs XX, soit des œufs XY. Et on va avoir deux types de souris, des souris mâles et des souris femelles. On regarde les souris mâles, il y a des souris mâles qui ont un chromosome Y, mais il y a des souris femelles qui sont... Il y a des souris mâles qui sont pas XY, mais XX. Donc c'est l'équivalent. On a fait avec les souris ce qu'on avait fait chez les mâles XX. Et voilà l'article a été publié en 1993. On a un mâle normal et ici un mâle XX qui a reçu le gène SRY et qui entraîne la réversion du sexe chez cette souris, comme on l'a observé chez les mâles XX. Alors, est-ce que le chromosome Y est seul à jouer ce rôle-là? Non. Non, c'est un peu ce schéma. Il y a le chromosome Y qui dit « je suis le seul chromosome » et les autres qui disent « non, 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 il y a nous aussi ». Alors effectivement, il y a un deuxième gène
Le gène SRY est le gène majeur, le gène clé, mais il y a un deuxième gène qui le contrôle, qui s'appelle le gène SOX9. Bon, c'est intéressant parce que la protéine SOX9 ressemble beaucoup par le domaine HMG à le gène SRY, et ce qu'on savait, c'est que ce gène SOX9, quand il est muté, entraîne aussi des femmes XY, comme quand SRY est muté, entraîne des femmes XY. Donc c'est vraiment la preuve que c'est aussi un gène impliqué dans le déterminisme du sexe. Je n'ai pas le temps de m'apesantir, mais on peut faire les mêmes expériences. On peut prendre des œufs XX qui vont donner une souris femelle et on peut le transgéniser avec le gène SOX9 et vous voyez qu'on transforme cet animal qui est XX femelle en mâle avec un testicule et avec la production d'AMH, avec la production de testicules. On voit bien ici la structure testiculaire très différente de l'ovaire. Donc même expérience. Alors ce sont des expériences évidemment très difficiles, très délicates. Cette diapositive, c'est à peu près 2 ans de travail. Hein. Donc c'est pour vous montrer l'ampleur des questions et la manière de répondre à ces questions et leurs difficultés. Alors, il y a un dernier gène que nous avons étudié dans notre laboratoire qui est intéressant. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Il y a aussi des femmes XY qui ont un gène SRY normal, qui ont un gène SOX9 normal, mais qui ont des délétions d'un petit bras du chromosome 9. On a étudié ces délétions par des techniques classiques sur lesquelles je ne reviens pas. On a séquencé cette région délétée et on est tombé sur un gène très intéressant que l'on appelle DMRT1. Et quand on va étudier ce gène, on se rend compte que ce gène-là est impliqué dans le déterminisme du sexe de la drosophile, de certains vers comme le C. elegans, et certains reptiles. Alors ça, c'est passionnant, ça. Un gène qui contrôle le déterminisme du sexe des mammifères, qui est très conservé dans l'évolution, et voilà le résultat. Donc vous voyez, dans les 3 gènes que je vous ai présentés, il y a le gène SRY qui est présent uniquement chez les mammifères. Le gène SOX9 qu'on voit aussi chez les batraciens, chez les reptiles, et le gène DMRT1 qui est vraiment partout où on a pu l'étudier. Donc on a l'impression qu'on refait l'histoire de l'évolution à l'envers. C'est-à-dire qu'on a un gène ancestral sur lequel est venu un autre gène contrôler le déterminisme du sexe parce que être mâle ou femelle c'est important, donc on va bien contrôler le système. Et puis un autre gène qui est venu par l'apparition du chromosome Y, comme je vous l'ai montré, et qui va contrôler tout ça. C'est une pure spéculation, mais c'est une manière un petit peu d'être didactique. Alors voilà un petit peu ce qu'on peut faire. On peut étudier l'expression de ces gènes chez la souris, et ça rejoint ce que je vous ai dit. D'abord, il y a les gènes nécessaires à former la gonade bipotentielle. Puis ensuite le gène du déterminisme du sexe qui régule SOX9 et ensuite l'AMH qui va être régulé. Et effectivement, on peut montrer que ces gènes, SOX9, WT1, régulent le gène d'AMH qui régule la plomberie. Il faut qu'on ait une plomberie mâle chez un mâle et une plomberie femelle chez une femelle. Alors je voudrais vous dire deux mots sur que ces pathologies que je vous ai décrites, on les retrouve dans le monde du vivant. On retrouve des mâles XX chez le chien, la chèvre, le porc. Je vais vous montrer un exemple de la chèvre, c'est intéressant, parce que c'est un travail que nous avons fait avec l'INRA. Voilà une chèvre normale, elle a des cornes. Voilà une chèvre qui n'a pas de cornes. Et cette chèvre qui n'a pas de cornes, elle est très pratique pour les éleveurs. Je ne sais pas si vous avez été en été dans une ferme, les chèvres avec des cornes, c'est quand même embêtant, ça vous agresse. Donc cette chèvre a été gardée pour l'éleveur. La mutation est apparue en Suisse en début du siècle et on l'a maintenue à cause de cela. Maintenant, ce que les éleveurs ont fait, c'est qu'ils ont pris cette chèvre, mâle et femelle, et ils l'ont croisée. Et ils se sont rendus compte qu'on avait des mâles et des femelles cornus, on avait des mâles et des femelles sans cornes, mais on avait des animaux sans cornes qui avaient un karyotype XX, qui était infertile. Voyons un petit peu pourquoi, quand on n'a pas de cornes et qu'on est homozygote pour la mutation, pourquoi on n'a pas d'ovaire alors qu'on est XX. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a décortiqué il y a 2 ans et c'est intéressant parce que ça va nous apporter un des premiers gènes nécessaires à la formation de l'ovaire. Alors on a, quand je dis on, c'est mes collègues, là encore c'est 3 ans de travail, ce que je résume en 2 minutes. On a localisé le gène sur un chromosome 1 de la chèvre, mais ce qui est très intéressant, on l'a localisé sur une région ou son équivalent chez l'homme, parce que vous savez qu'aujourd'hui on est capable de faire des cartes comparatives. On s'est rendu compte que ce gène responsable de la mutation XX mâle chez la chèvre, eh ben, c'est dans la même région qu'une mutation que j'appelle BPES, très rapidement. Cette mutation BPES entraîne des femmes qui sont infertiles, parce qu'elles n'ont pas d'ovaires.
Donc c'est très intéressant pour nous. Donc apparemment, ça nous orientait vers quelque chose de conservé là encore. Vous voyez, je parle de conservation là encore. Le gène responsable de la mutation a été trouvé, c'est une petite délétion, qui régule le gène FOXL2. Plus tard dans ma discussion, je parlerai de ce gène PS ou Z, j'en parlerai, gardez-le dans votre mémoire, c'est le gène Z. Mais parlons de ce gène-là, FOXL2. Ce gène FOXL2 est conservé. On est très surpris de la conservation, c'est vraiment quelque chose qui nous frappe toujours. Ce gène, cette protéine est conservée de l'homme, des mammifères, des reptiles, des poissons. Là encore, grande conservation dans les gamètes du sexe. Ce gène est exprimé très tôt. Voilà une crête génitale d'embryon de femme. On sait que c'est une femme parce qu'on ne détecte pas le chromosome Y. Et vous voyez que ce gène s'exprime dans les follicules de femmes avec l'ovocyte au milieu. Donc voilà un petit peu la fin de mon histoire, la construction du sexe, des gènes pour former une gonade bipotentielle. Quand il y a le chromosome Y, c'est la cascade mâle, avec tous ces gènes que je vous ai décrits, FGF9, SOX9, DMRT1, production de ces deux hormones. En l'absence du chromosome Y, eh bien on a la cascade femelle avec le gène FOXL2. Je n'ai pas eu le temps de vous parler de ces autres gènes. Donc vraiment une cascade. Alors nous ne savons pas encore si cette cascade est linéaire, sûrement pas. Donc c'est un schéma un peu simpliste. Mais c'est ça l'état de nos connaissances aujourd'hui. Alors je voulais quand même vous dire que dans l'état de nos connaissances aujourd'hui, on a émis une hypothèse qui va peut-être faire plaisir à Madame l'héritier, qui est ce que j'appelle le modèle Z. Vous savez que Alfred Jost avait montré que quand on prend des lapins, un futur lapin qui va devenir mâle, si on enlève la gonade au stade bipotentiel, ce futur lapin qui va devenir mâle va être femelle. Parce qu'il n'y a pas la gonade nécessaire à produire des androgènes, à produire des facteurs pour inhiber la formation de l'utérus. Et donc, à cause de cela, Alfred Jost a dit le sexe féminin, c'est un non mâle. Alors nous proposons une alternative à cette hypothèse. C'est que les femmes ne sont plus le sexe neutre. Voilà notre hypothèse. Les femmes, XX, expriment un gène que j'ai appelé Z tout à l'heure, et ce gène Z inhibe l'expression du gène SOX9. Et donc l'inhibition de SOX9 fait qu'on n'a pas une voie mâle et on a la cascade femelle. Chez un mâle normal, XY, le gène SRY inhibe Z, qui ne peut plus inhiber SOX9. Et donc, on a la cascade femelle. Donc, j'inverse l'hypothèse d'Alfred Jost, et je dis que les femmes expriment un gène, Z, que les hommes n'expriment pas. Donc, le sexe neutre n'est plus. Les hommes sont des non-femmes. C'est une hypothèse qu'on avait formulée il y a 7-8 ans et qui est reprise parce que ça explique beaucoup de maladies génétiques que je n'ai pas le temps de vous décrire. Donc c'est vraiment une hypothèse qui est reprise par beaucoup d'auteurs. Il faut la tester évidemment. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà terminé un petit peu, si vous voulez, la construction du sexe. Et je voudrais, avant de terminer, quand même parler des problèmes. Parce qu'il y en a. En tant que clinicien, il y a beaucoup de problèmes. La construction du sexe, ce n'est pas si simple que ça. Est-ce qu'il n'y a qu'un choix mâle-femelle? Est-ce que cette construction est-elle irréversible? Et enfin, est-ce que c'est un problème très actuel, je voulais en dire un mot, est-ce que pour faire un, il faut être deux? Alors, le choix binaire, continuum, hein, c'est ce schéma-là, vous voyez, qui est repris ici. Ici, on a un garçon, ici on a une fille. Est-ce qu'on a un continuum? Et j'aurais tendance à répondre oui. Ça dépend si dans notre structure on met les malades ou pas. Et moi j'aurais tendance en tant que clinicien à dire oui, il faut mettre les malades. Les malades ne sont pas des gens qu'il faut exclure. Alors si on met les malades, on a tous les individus ambigus qui vont faire le lien entre une extrémité mâle normale et une extrémité femelle normale. Et je dirais même que non seulement c'est moi que je souhaite, mais quand vous allez sur un site aux États-Unis qui s'appelle Intersex Society North America, cette société est en train de faire des procès aux chirurgiens qui veulent réparer ces enfants ambigus.
Il dit qu'il ne faut pas faire de chirurgie réparatrice. Ce n'est pas au chirurgien à décider du sexe de l'enfant qui est encore pas capable de décider. Quand il sera adulte, alors il pourra choisir le sexe. Mais pour l'instant, vous n'avez pas le droit. Il y a des procès retentissants, que les chirurgiens perdent. Donc pour vous dire que ces ambiguïtés sexuelles, non seulement ça pose un problème pour le patient, parce que c'est difficile d'être ambigu, ça pose des gros problèmes dans nos consultations. Est-ce qu'on va le transformer en garçon ou fille? Qu'est-ce qui est le plus simple? Ça pose beaucoup de problèmes à la fois pour le chirurgien, pour la famille, et puis pour le devenir de cet enfant, parce que ce n'est pas toujours facile, il faut faire de la chirurgie réparatrice qui est longue et pénible. Voilà un petit peu. Donc pour moi, il n'y a pas un choix binaire, il y a un continuum. Et cette société américaine nous dit qu'il faut surtout maintenir ce continuum. Le deuxième point, c'est est-ce que ce choix est irréversible? Est-ce que nous sommes esclaves de nos gènes? Alors je voudrais parler de deux problèmes. Le problème des transsexuels. J'ai pas le temps, mais j'ai amené un article du Monde où il y a un livre qui vient d'être écrit par une fille qui s'appelle Marion. Je ne sais pas si vous l'avez lu cet article, c'est poignant ce qu'elle écrit. C'est un garçon qui veut devenir femme et elle dit « Sur ma carte de sécurité sociale, je suis 2 et je demande à être 1. Donc je veux régresser et la société me renvoie. Et je suis, probablement vous en suivez aussi, ce type de patients, ce sont des patients qui sont dans la peine, qu'on écoute avec beaucoup de difficultés, qui nous font souffrir. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est le problème des sports olympiques. Alors, je fais partie d'une structure médicale, d'une association des médecins des Jeux Olympiques, et on nous a réunis en Stockholm il y a quelques mois, parce que j'ai découvert un problème que j'ignorais, c'est que dans certains pays, pour que la famille gagne de l'argent, eh ben, on transforme un garçon en fille, par la chirurgie, par les hormones. On va jusqu'à changer l'identité du sexe au niveau de la carte pour permettre à ces filles, pour permettre à ces garçons de rentrer en compétition femmes. Et donc pour essayer de gagner. Alors j'ai apporté un petit peu la charte que nous avons rédigée. C'est une charte en anglais, mais ce n'est pas grave, je la lis en français. Donc pour que ces individus masculins, génétiquement, mais féminins phénotypiquement, puissent concourir aux prochains Jeux Olympiques d'Athènes, il faut qu'il y ait une castration. Il faut que cette castration ait lieu 2 ans avant la compétition. Il faut qu'il y ait une reconnaissance légale du sexe. Et il faut que la thérapie hormonale ait été suffisamment longue et en quantité et en qualité pour qu'il y ait une complète transformation du sexe. Vous voyez donc, ce côté irréversible, il fait souffrir les transsexuels, mais il permet à des gens, pour des raisons que j'ai du mal à comprendre, alors apparemment, c'est quelque chose de relativement fréquent. C'est comme le dopage, on découvre quelque chose, et apparemment on découvre quelque chose aujourd'hui qui était caché. Le dernier point que je voulais discuter, c'est le problème d'être 2 pour faire 1. Est-ce qu'on peut se passer du mal? Je pense que vous avez tous vu ces articles un peu je trouve que j'aime pas beaucoup les médias quand ils résument un problème aussi compliqué, parce que c'est pas si simple que ça. Hein. C'est le problème du clonage. On prend une cellule, on la met dans un ovocyte nucléé, et puis on va faire ça. C'est un peu simple parce que ça marche une fois sur 1000 et en plus ça marche avec un désastre au point de vue organisme. Donc c'est plus compliqué que ça. L'autre exemple, je vais le résumer, vous avez tous vu cette souris qui a été obtenue par parthénogenèse, mais là encore, c'est une souris manipulée génétiquement, on lui a cassé des gènes. Ici on lui a caché un gène que j'appelle AGIS9, si vous voulez on en parlera dans la discussion. Donc c'est vraiment des manipulations génétiques et c'est un peu un fantasme. C'est illusoire d'imaginer un jour qu'on puisse transférer ça à des mammifères, en particulier à nous. Alors, je vais terminer par une conclusion générale, pour reprendre certains points. Pour reprendre un petit peu les points que j'ai dit. D'abord, j'ai insisté sur l'importance des maladies génétiques. Et je remercie les malades qui nous aident à cela. Mais aussi, je vous ai montré que l'homme peut fabriquer des mutations. C'est ce qu'on appelle man-made mutation. C'est ce qu'on appelle casser un gène. Deuxièmement, je vous ai montré combien le signal primaire est divers. Parfois c'est la température, parfois c'est les hormones, parfois c'est le sexe. Par contre, je vous ai montré combien la cascade, au contraire, derrière,
derrière SRY conservé. Je vous ai montré cette extraordinaire conservation. Le gène SRY, je vous ai montré comment on l'avait isolé, comment ces deux gènes étaient conservés dans l'évolution. Je vous ai montré comment il y a irréversibilité chez les mammifères, avec les points que je viens de soulever, mais pas chez les poissons. Un poisson et une tortue, ils peuvent changer de sexe. On peut les faire changer de sexe, même pour des raisons alimentaires. Je n'ai pas parlé, mais si vous voulez, on en parlera dans la discussion, on peut manipuler le sexe. On peut choisir le sexe aujourd'hui dans des cas de maladies génétiques avec l'aide en respectant certaines règles éthiques. On peut faire du sexe synthétique. On peut faire des gamètes mâles et femelles in vitro maintenant chez la souris. Et je vous ai parlé de la chirurgie réparatrice. Alors, j'aurais voulu vous dire un petit mot, mais peut-être dans la discussion, comment le chromosome Y est un puissant outil. Si vous voulez me poser la question, je vous le montrerai, pour étudier nos origines. Voilà ce que je voulais vous dire en peut-être un peu plus de temps que prévu. Merci beaucoup. Je vous donne tout de suite la parole, Monsieur Braconnier. Bien, alors après ce brillant exposé de Marc Felous, en l'écoutant, je me disais, les adolescents dont je vais parler, la sexualité des adolescents dont je vais parler, interroge sûrement sur pas mal de points, mais s'ils savaient toutes ces questions que vous venez d'aborder, je me demande s'ils seraient apaisés ou au contraire encore plus inquiets sur ce qui pourrait se passer en eux et ce qui pourrait se passer chez ceux qu'ils essayent de séduire. Vous savez que dans l'Ecclésiaste, on dit plus notre connaissance augmente, plus notre souffrance augmente. Ah bon, alors ça ne va pas les apaiser. Non. Alors, en fait, parler de sexualité à l'adolescence, c'est, je dirais, extrêmement osé, parce que, en définitive, quand on parle d'adolescence, on a très spontanément en tête le fait qu'il s'agit d'une étape de l'existence dans laquelle la question de la sexualité se pose, et se pose de façon, je dirais, essentielle. En même temps, je voudrais vous montrer que cette question de la sexualité à l'adolescence est beaucoup plus compliquée, en effet, qu'il n'y paraît. Alors, je vais partir de mon laboratoire à moi, qui n'est pas un laboratoire scientifique, qui est le laboratoire d'une pratique qui m'amène à recevoir des garçons et des filles qui rentrent dans l'adolescence, qui parcourent leur adolescence, qui essayent d'en sortir, que je vois 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, parfois même 3 fois par semaine, qui viennent me parler d'eux. Donc je crois que c'est toujours important de rappeler de quelle place on a un point de vue. Hein. Au fond, on a un point de vue, le sujet est le même, mais le point de vue peut être extrêmement différent, on vient de le voir, et c'est de ce point de vue-là, moi, que je parle, c'est-à-dire, c'est de ce que peuvent me dire et ce que je peux, moi, comprendre de ce que me disent, de ce que manifestent ces garçons et ces filles qui viennent consulter pour des problèmes extrêmement divers, généralement pas d'emblée pour des problèmes de sexualité. Alors, le premier point, c'est bien évidemment, comme je vous le disais tout à fait au début, l'adolescence a été marquée par beaucoup d'ailleurs de sciences humaines, y compris par la psychologie, et je dirais même y compris par la psychanalyse, comme étant essentiellement marquée par la puberté. Tous les psychanalystes ne le savent pas forcément, mais les Freud et les premiers psychanalystes, quand ils ont parlé de l'adolescence, ils parlaient de la puberté, du stade de la puberté. Ils ne parlaient pas d'adolescence. Ce qui montre bien que, au fond, l'adolescence, l'entrée dans l'adolescence, pour tout un chacun, repose sur une évidence qui est que le corps change et que c'est la puberté, ce qu'on appelle la puberté, qui vient marquer par la transformation physique, physiologique de ce corps, l'entrée dans cette période de l'existence, dans cette sortie de l'enfance. Des besoins nouveaux, évidemment, apparaissent, des représentations de soi nouvelles surgissent, et des questions personnelles, évidemment, elles aussi se posent différemment que précédemment, à cause même, en raison même, plus exactement, de cette transformation physiologique.
Ce qu'il faut peut-être d'emblée souligner, c'est que cette transformation physiologique, corporelle, a comme particularité de varier selon les cultures, de varier selon les époques, et elle n'est pas du tout, je dirais, fixée. Alors, j'ose peut-être dire quelque chose qui va être complètement faux, mais elle n'est peut-être pas fixée génétiquement en termes de date d'apparition chez l'être humain, puisqu'on voit bien qu'en un siècle, par exemple, la fameuse puberté, l'âge moyen de l'apparition de la puberté chez la fille et chez le garçon, sachant que chez la fille c'est toujours un petit peu plus précoce que chez le garçon, a diminué en termes d'âge moyen. Au jour d'aujourd'hui, on considère que la puberté débute en moyenne vers 11 ans chez la fille et vers 12 ans et demi, 13 ans chez le garçon. C'était plus tard, il y a à peine un siècle. Donc ça, c'est un premier repère à avoir en tête. Le deuxième repère, c'est que cette période marquée par cette transformation physique, avec des stades de développement bien connus des médecins, cette période de transformation physique ne se fait pas en un jour. C'est-à-dire qu'on dit toujours la puberté, il va faire sa puberté, ou elle va devenir pubère. Cette manière de parler de ce sujet en développement à cette période d'existence est un raccourci peut-être parfois trompeur, parce que c'est pendant toute une période que cette transformation se fait, et que au-delà des différents stades physiologiques, physiques apparents de cette fameuse puberté, il va y avoir une représentation de ce qui se passe dans notre corps, qui à cet âge va se passer très différemment selon les uns et les autres, également dans ce qui, je dirais, est comme repère le temps de développement de cette représentation. Alors, j'insisterai vraiment pas beaucoup sur cette question de la puberté pour rentrer dans ce qui, de ma pratique, est pour nous le plus important. C'est pas tellement la puberté qui, pour nous, est important. Ce qui est important, c'est la vie sexuelle et l'identité sexuée. Pourquoi ? Parce que, justement, ces garçons et ces filles qui viennent nous voir, ils viennent pas nous voir en tant que, je dirais, transformant leur corps et voulant avoir un avis sur cette transformation du corps. Ils viennent nous voir par les questions que pose pour eux cette transformation du corps. Et c'est ce qu'on appelle donc l'entrée dans la vie sexuelle adulte et la construction de l'identité sexuée. Alors l'entrée dans la vie sexuelle. L'entrée dans la vie sexuelle, eh bien, du point de vue du psychisme, du point de vue de l'esprit, cette entrée dans la vie sexuelle, elle ne commence pas avec la puberté. L'adolescence est marquée par le fait évident, mais qu'on oublie parfois, qu'avant d'être adolescent, on est un enfant. Et que l'adolescent qu'on devient, les transformations que l'adolescence, au fond, suscite, s'inscrit dans une histoire humaine qui a débuté bien antérieurement à cette période de l'existence. Et en ce qui concerne la vie sexuelle, on a, à partir, une fois de plus, de notre laboratoire à nous, c'est-à-dire de la manière dont un garçon et une fille de cette période de la vie nous parlent de lui ou d'elle, eh bien, ils vont nous parler non seulement, évidemment, de ce qui se passe actuellement, mais ils vont nous parler de ce qui s'est passé antérieurement en ce qui concerne leurs questions autour de la sexualité. Donc, on parle, nous, plutôt de psychosexualité plutôt que de sexualité au sens strict du terme, c'est-à-dire au sens de la réalisation sexuelle ou de l'acte sexuel. Ce n'est pas tellement ça, au fond, qui est notre quotidien, c'est plutôt la façon dont le sujet aborde sa vie sexuelle à travers ce qu'il a pu déjà en vivre au cours de son enfance et en quoi cette transformation pubertaire va venir, disons, redistribuer les cartes de sa vie sexuelle antérieure et les mettre en forme par rapport à ce qui devient chez lui définitif. Donc l'entrée dans la vie sexuelle, elle débute pour nous à la naissance. Il y a toute une série d'arguments
en particulier de la part de ceux qui s'intéressent aux relations extrêmement précoces mère-bébé ou parent-bébé, qui vont dans le sens qu'il y a une relation entre le bébé et la personne qui s'en occupe très intensément, ou les personnes qui s'en occupent beaucoup, évidemment, classiquement c'est la maman, qui est une relation dans laquelle la dimension de l'excitation, la dimension du plaisir, la dimension de la séduction est une dimension qui est déjà extrêmement présente dès l'arrivée sur Terre. Et que peu à peu, bien évidemment, cette relation, disons, initiale va se complexifier, mais va être marquée par ces lignes de développement humain, marquée par le plaisir, marquée par la séduction et marquée par l'excitation. Et que ce qui est les représentations liées à ce plaisir, à cette séduction et à cette excitation sont des représentations qui, tout au cours de l'enfance, vont se développer, et ce que nous disent les uns et les autres nous amène à, évidemment, prendre très sérieusement en compte que ce qui va se passer à cette période de l'adolescence, en particulier autour des questions sexuelles, va être infiltré de tout ce qui a pu se passer antérieurement au niveau de ce qu'on appelle, nous, la sexualité infantile. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un terme suffisamment répandu, parfois même un petit peu trop galvaudé, pour que je ne développe pas cet aspect-là ici. Alors, en ce qui concerne l'arrivée dans l'adolescence, deux appuis me permettront un tout petit peu de montrer en quoi l'adolescence pose en effet une question qui est une question qui va bien au-delà de la pratique sexuelle à l'adolescence ou bien au-delà de la puberté, mais qui va justement dans le sens de ce que tout être humain a à vivre de sa sexualité, à vivre psychiquement et à vivre dans sa vie sociale, qui est la construction de son identité sexuée, et la construction de sa relation à l'autre en tant qu'objet d'amour, en tant qu'objet d'amoureux, en tant qu'objet de désir. Alors, le premier point, c'est au fond non plus quand commence la sexualité, mais la construction de l'identité sexuée. Alors, la construction de l'identité sexuée, elle est un peu comme la sexualité, bien évidemment. Elle commence dès tout petit. C'est des sujets d'études. Je pense que vous avez déjà, un nombre important d'entre vous, assisté aux conférences précédentes. Ça a probablement été déjà abordé. Mais il y a un exemple très concret qui est connu de tout le monde. C'est, mais au fond, à quel âge se reconnaît-on fille ou garçon ? Eh bien, au jour d'aujourd'hui, on peut dire que c'est extrêmement précoce, et sans doute beaucoup plus précoce qu'on le pensait encore il y a 10 ou 20 ans. Un élément, qui est un élément parmi d'autres, mais un élément qui va dans ce sens-là, c'est, chez le jeune enfant, c'est évidemment un repère très, très important, c'est la manière dont un enfant choisit les objets qu'il a autour de lui, et en particulier les jouets qu'il a autour de lui. Eh bien, il y a des études qui ont montré, des études tout à fait là plus, je dirais, psychologiques, expérimentales, qui ont montré que dès l'âge d'1 an, un petit garçon choisissait un certain type de jouet, une petite fille choisissait certains types de jouets, en général, bien évidemment. Ce qui montre que la représentation qu'a l'enfant dès l'âge d'1 an d'être dans une situation qui ne va pas être la même que celle qu'il aurait s'il était dans une autre situation par rapport à son sexe génétique, par rapport à son sexe physique, est différent dès cette période de l'existence. On a d'autres éléments qui montrent qu'en effet, il y a là tout un jeu entre la nature et la culture qui vient se construire très très précocement. Puisqu'il y a des problèmes en termes de maladies, là c'est aussi très connu de ceux qui s'intéressent un tout petit peu à ça, qui montrent que les filles qui ont une certaine maladie dans laquelle la sécrétion de testostérone est beaucoup plus importante que chez toutes les filles, eh bien quand elles choisissent des jouets, vont choisir des jouets plutôt de garçons que de filles. C'est une expérience qui a été largement démontrée, qui est peut-être pas aussi caricatural qu'on a bien voulu le montrer, mais qui a quand même été largement démontré. Donc l'identité sexuée ne se construit pas, une fois de plus, dès tout petit.
à l'adolescence. Elle se construit dès tout petit. Cette identité sexuée repose, je crois que vous l'avez dit dans votre introduction, dans les 5 parties, et vous abordiez les 2 premières parties, moi j'aborde plutôt les 3 suivantes. Elle se construit sur 3 composantes. La première, c'est se sentir garçon ou fille. Et à l'adolescence, se sentir garçon ou fille est une question qui surgit. C'est un certain nombre de ces jeunes que l'on reçoit, que l'on écoute, pour lesquels ce sentiment, chez certains, va aller de soi, chez d'autres, va être beaucoup plus problématique, chez d'autres encore, va nécessiter qu'ils affirment absolument qu'ils sont garçons ou filles, tellement ils ont une certaine inquiétude sur le fait de se sentir garçon ou fille. La deuxième composante, c'est bien évidemment l'orientation sexuée, c'est-à-dire vers qui se tourne-t-on lorsque l'on cherche une relation amoureuse et sentimentale, et cette relation basée sur l'orientation sexuée pose évidemment tout le problème à l'adolescence, de cette étape assez générale de notre point de vue à l'adolescence, où l'orientation sexuée va se tourner dans un premier temps vers celui du même sexe, pour la majorité, et dans un deuxième temps, plus ou moins consciemment, et dans un deuxième temps, plutôt vers le sexe opposé, les filles pour les garçons et les garçons pour les filles. Mais cette orientation sexuée peut évidemment se maintenir vers le même sexe, et c'est à cette période de l'existence que l'on va vraiment se rendre compte de quel est l'objet d'attrait, objet au sens psychique du terme, c'est-à-dire quel est celui qui va vous attirer. Est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille, qu'on soit garçon ou fille. Et enfin, bien évidemment, le troisième axe de cette identité sexuée, c'est les rôles sociaux dans lesquels on baigne, je dirais, et au fond le masculin et le féminin, qui fait qu'il y a des représentations sociales de ce qu'est être masculin, de ce qu'est être féminin, et que c'est dans une société donnée, à un moment donné, et que ces représentations sociales vont évidemment venir s'intriquer avec les 2 premières composantes. Alors en fait, le développement de l'identité... Alors dans une rencontre, au fond, avec les adolescents, c'est ça que nous avons en tête, nous. C'est-à-dire que nous n'avons pas en tête de savoir si il a développé tel signe pubertaire. Évidemment, ça peut nous susciter un intérêt, surtout quand on a le sentiment que c'est une puberté très précoce ou une puberté très tardive. On sait que ça a des conséquences sur la représentation de soi et la vie sexuelle et la psychosexualité du sujet. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est ces différents aspects-là qui nous amènent à comprendre, au fond, les questions autour de la sexualité qu'un adolescent peut se poser quand il vient nous rencontrer et s'interroge sur lui-même, sur ce qu'il est, sur ce qu'il va devenir, sur les problèmes qui se posent pour lui de façon plus ou moins d'ailleurs déplacée. Alors le développement de l'identité sexuée, c'est d'abord à cet âge de la vie, et ça, c'est quelque chose qui surgit beaucoup plus à ce moment-là, spécifiquement à l'adolescence, en termes conscients. Sans doute pas en termes inconscients, mais en termes conscients, vraiment l'adolescence, on peut dire, est marquée par la reconnaissance, mais la reconnaissance consciente, attentive, et l'acceptation de son corps. Quand on est enfant et jusqu'à la fin de l'enfance, bien sûr qu'on reconnaît son corps, mais on le reconnaît et on l'accepte généralement plus ou moins inconsciemment. Mais on n'a pas cette question qui surgit à l'adolescence qui est reconnaître son corps, le regarder, le voir, l'examiner, se contempler dans le miroir, comme on l'a au cours de l'enfance, et l'accepter, bien évidemment. Alors qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on a une représentation de l'image de son corps et de l'image d'un corps sexué qui s'est transformé par ce phénomène pubertaire, mais qui a un contenu et des limites. Et que cette question du contenu de son corps autour de ce qui serait de l'ordre de la psychosexualité, ce contenu de son corps, là, une fois de plus, n'a pas débuté à l'adolescence. Au fond, d'où viennent les bébés? C'est une question de l'enfance. Ce n'est pas une question d'adolescence. Donc on voit bien que là, cette question du contenu autour du sexuel n'est pas uniquement
une question d'adolescence. Mais le contenu du corps au moment de l'adolescence est un contenu qui est marqué, bien évidemment, c'est une évidence, mais qui est marqué par le pouvoir de la reproduction. Et que ce pouvoir de la reproduction vient, je dirais, résonner dans tout ce qui est en plus, je dirais en plus, c'est pas en plus, tout ce qui s'articule avec ce processus que représente l'adolescence contemporaine dans nos sociétés. Et toute la question est de savoir ce qu'elle pouvait représenter dans d'autres sociétés, mais Madame l'héritier est beaucoup plus placée que moi pour le dire. Ce pouvoir de reproduction s'articule avec tout ce qui est les nouvelles potentialités de l'adolescence. Et au fond, je le dis, c'est pas parce que vous êtes là, Madame l'héritier. Moi, je dis toujours, au fond, ce qui est assez douloureux, c'est de parler des sociétés primitives, parce que je trouve qu'à propos de cette période de l'existence, elles avaient compris énormément de choses, ces fameuses sociétés dites primitives. À propos de l'adolescence, elles avaient compris que là, il y avait une question essentielle du développement humain, qu'il fallait socialement. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est peut-être à gérer malheureusement trop individuellement, mais qu'il fallait socialement prendre en compte et qui était à prendre en compte par tout le groupe social. Et que cette manière, au fond, d'appréhender ces transformations, y compris la vie sexuelle, qui, selon les sociétés, était tout à fait gérée autrement à cette période, était gérée différemment à cette période de l'existence selon les sociétés, toutes les sociétés avaient compris que c'était essentiel, cette période-là. Et que, au fond, cette question du contenu et des limites, c'est-à-dire des nouvelles potentialités, avec tout ce qu'elles avaient de paradoxal, je peux tout faire et en même temps je n'ai pas le droit de tout faire, était là quelque chose qui était essentiel dans ce qui pouvait se passer grâce à ces transformations pubertaires. Et c'est pour ça que l'adolescent a besoin de contrôler et de surveiller son corps. C'est pour ça qu'il se regarde dans le miroir. C'est pour ça que certains deviennent anorexiques. C'est pour ça que certains, à propos justement, et nous le savons, à partir de ce qu'ils nous disent, combien ils sont angoissés par cette question du contenu et des limites, et combien certains évitent ces questions à travers des comportements qui vont apparaître apparemment assez éloignés du problème de leur sexualité. Mais tôt ou tard, sans qu'on les pousse, je peux vous le dire, on voit apparaître cette question de la sexualité. Chez les anorexiques, on le voit apparaître de façon tardive parce qu'ils s'en défendent terriblement. Chez un certain nombre d'autres, pour d'autres problématiques, on va le voir apparaître peut-être plus rapidement. Mais on le verra rarement apparaître d'emblée. C'est-à-dire que ce qu'on appelle, nous, un déplacement de cette question de la sexualité sur d'autres problématiques va avoir comme point commun toute l'angoisse que suscite ce nouveau contenu et ces nouvelles limites. Et ce qui se passe à cette période de l'existence, c'est pas seulement qu'il y a une transformation pubertaire, c'est pas seulement que le corps change, c'est pas seulement qu'il doit l'accepter de le reconnaître, c'est pas seulement qu'il a des potentialités formidables et en même temps des interdits de les réaliser, c'est aussi qu'il devient acteur de sa vie. C'est-à-dire qu'il devient acteur de sa sexualité. Le sujet devient acteur de sa vie, il décide, il a le pouvoir de décider ce qu'il va en faire. Et ça, ce pouvoir est un pouvoir qui, une fois de plus, est un pouvoir qui n'a aucune commune mesure avec ce qui s'est passé jusque-là au cours de l'enfance. Alors ce qui lui arrive, et c'est le deuxième point, au sujet, qu'il soit un garçon ou une fille, ça lui arrive à lui, mais ça existe pour les autres. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer chez le sujet ne peut pas être isolé de la manière dont il perçoit, dont les autres le voient. Et cette manière dont les autres le voient est quelque chose qui va montrer la pudeur, le développement très important, excessif même de la pudeur, qui a commencé antérieurement la pudeur. La pudeur, ça a commencé au cours de l'enfance. Mais on sait tous, au risque d'être trop banal et anecdotique, on sait tous combien les adolescents sont choqués de voir leur père ou leur mère rentrer dans la salle de bain. Ils l'étaient quand même nettement moins à 5-6 ans. Donc tout ce qui est au fond le regard de l'autre sur ce qui surgit dans ce qui est l'explosion au fond de cette vie
tournant autour du sexuel est là extrêmement présent, non seulement dans la manière dont le sujet se représente ce qui se passe en lui, mais dans la manière dont il perçoit ce que les autres voient de lui. Et donc ça renvoie bien évidemment aux échanges avec la société, avec les autres, avec les pairs, PAIRS, et bien évidemment avec les parents. Alors là, je ne le développerai pas, mais la sexualité de l'adolescence, vous avez compris mon propos, c'est qu'elle est beaucoup plus complexe que la simple puberté. La sexualité de l'adolescence est extrêmement, dans ce on peut entendre, infiltrée de ce qu'on appelle l'identification, c'est-à-dire l'identification au père et à la mère. Je pourrais vous donner des exemples concrets, mais je ne suis pas là pour raconter des histoires cliniques. Qui vous illustrerait combien, quand un sujet est en confiance, nous parle vraiment de lui, nous parle très régulièrement, nous parle même plusieurs fois par semaine de lui, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de rentrer vraiment avec lui dans ce qui se passe profondément en lui, ce qui est dit à ce moment-là, c'est pas du tout j'ai les seins qui poussent ou j'ai des testicules plus ou moins importants. C'est bien au-delà de ça que tout ce qui est vécu, se passe. Ce qui ne veut pas dire que c'est à banaliser, bien évidemment. Les problèmes, on vient de le voir, qui sont loin d'être inintéressants. Mais c'est à ce niveau-là que nous posons nos questions. Et en ce sens-là, c'est en ce sens-là que l'adolescent devient assez dépendant du regard de l'autre, et on en voit une des formes, d'ailleurs nous, un peu qui est dans nos descriptions nous décrivons aussi des adolescents sains et des adolescents pathologiques, même si le terme n'est pas forcément toujours bien approprié. Mais il y a ce qu'on appelle la phobie sociale, c'est-à-dire la peur du regard de l'autre, qui est un trouble qui débute à l'adolescence, qui débute essentiellement à l'adolescence, qui montre bien que cette phobie sociale, cette peur du regard de l'autre, qui peut aller jusqu'à l'impression d'être regardé dans la rue, qui débute à cette période de l'existence, a à voir avec ce qui peut se passer tout autour de cette transformation et de la représentation que l'adolescent peut avoir de sa sexualité. Alors le point évidemment qui se lie à tout ça, qui s'associe à tout ça, c'est la rencontre avec l'autre à travers ses identifications à ce qui a pu se construire dans la relation aux autres, à ce qui a pu se construire dans l'enfance, et bien évidemment la rencontre avec l'autre là va être articulée avec ce que alors je ne sais pas si c'est depuis que le monde est monde. Mais c'est évidemment l'état amoureux. Et que là, il y a au fond deux expériences psychiques humaines tout à fait initiatrices dans la vie humaine, qui est celle de pouvoir procréer et celle de tomber amoureux. Alors on dit que les enfants peuvent tomber amoureux parce qu'ils vont vous dire « je suis amoureux de ma maman ». Petit garçon, la petite fille, je suis amoureux de mon papa, ou je suis amoureux du petit garçon et de la petite fille. Ça n'a rien à voir avec l'état amoureux de l'adolescence. Moi, ma pratique, j'ai l'occasion depuis de nombreuses années de voir des enfants, des adolescents. Et l'état amoureux de l'adolescence, c'est vraiment un état tout à fait unique qui fait que la question de la rencontre entre deux êtres est une rencontre qui vient inaugurer, parfois avec beaucoup de difficultés d'ailleurs, ce qui va justement se lier pour le restant de l'existence entre cet état qu'on appelle nous un état quasi narcissique et ce qui est évidemment la vie sexuelle, et que l'articulation entre les deux est une articulation qui peut avoir amené justement à différencier chez certains ce qui est de l'ordre de la capacité de tomber amoureux tout en ne pouvant pas avoir de vie sexuelle, et chez d'autres, la capacité d'avoir une vie sexuelle même extrêmement importante et de ne jamais pouvoir tomber amoureux. Le dernier point, et je terminerai par celui-là, c'est au fond celle de ce qui peut tourner autour de ce qui est perdu à cause de cette nouvelle sexualité. Il ne faut jamais oublier que dans le développement humain, c'est un développement qui vous permet de vous transformer, mais que quand on se transforme, on devient quelqu'un d'autre et en même temps on n'est plus ce qu'on était. Dans le problème du choix aussi, dans le problème du choix sexuel de l'autre, c'est pas seulement choisir un autre, c'est accepter de ne pas choisir
tous. Donc il n'y a pas seulement le fait de choisir un autre, il y a le fait de ne pas pouvoir tous les choisir dans un fantasme qui peut choquer quand on le dit comme ça, mais qui existe de notre place, on en est profondément persuadé, qui est un fantasme de toute puissance et de bisexualité, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la bisexualité psychique, c'est-à-dire cette représentation que nous avons tous d'être capables d'être à la fois, tout à la fois, hommes et femmes. Et alors là, ça rejoint des questions tournant autour de ce que M. Marc Felous vient de nous apprendre, qui est autour, au fond, de tout ce qui est la construction naturelle de cette question autour du choix d'être un homme ou une femme. Mais à cette période de l'existence, bien évidemment, on voit apparaître quelque chose qui est le deuil de cette bisexualité. On ne peut plus tout être. On ne peut plus être à la fois homme ou femme. Un petit garçon qui joue à la petite fille ou qui se déguise en petite fille, ça peut éventuellement inquiéter les parents. Mais ça n'a rien d'inquiétant dans la mesure où ça ne pose pas la même question qu'à l'adolescence. À l'adolescence, ça marque vraiment quelque chose de l'ordre d'un choix de son identité sexuelle ou un choix de son objet sexué. Chez l'enfant, c'est pas pareil. Ou inversement, une petite fille qui se déguise en garçon, c'est pas pareil. Donc on voit bien que là, il y a un choix qui se fait et qui est un choix qui va être marqué aussi par un deuil, qui est de ne pas être tout à la fois et de ne pas, une fois de plus, pouvoir tout être, en particulier dans le champ de la sexualité. Et cette question tournant autour de la bisexualité psychique et donc du choix entre ce qui est de l'ordre de l'identité sexuée, ce qui est de l'ordre du choix de l'objet sexué, ce qui est du choix entre le masculin et le féminin, toute cette question va se poser à l'adolescence sous une forme qui a été, à mon avis, trop classiquement mise en avant et qui est maintenant très fortement remise en cause, y compris par les psychanalystes contemporains, qui est cette fameuse question, et je ne voudrais quand même pas complètement la mettre de côté dans une présentation très très rapide sur la sexualité des adolescents, qui est la question passivité-activité, qui a toujours été, et c'est vrai, qui autour de l'adolescence, à partir de notre pratique, montre que la question des rôles et de ce lien entre le masculin et l'activité et le féminin et la passivité doit être très fortement remis en question, là par rapport justement à tout ce qui est des stéréotypes sociaux tournant autour de ce qu'est la représentation psychique de ce qu'est un garçon ou de ce qu'est être masculin et de ce qu'est être féminin. Et si je termine par ça, c'est pour vous dire tout simplement qu'on voit, nous, souvent, des garçons et des filles pour lesquelles toutes ces questions-là se posent. Elles ne se posent pas comme ça d'emblée. Elles ne vont pas être d'emblée posées comme des problèmes. Mais on va les voir apparaître comme des points importants pour certains points importants pour certains, autres points importants pour d'autres. Mais elles sont toutes là, ces questions-là. Et nous en avons, nous, profondément la conviction, dans la mesure où quand nous écoutons, une fois de plus, longuement, attentivement, le plus attentivement possible ces garçons et ces filles qui viennent nous parler d'eux-mêmes, qui viennent nous parler de problèmes qui n'ont des fois rien à voir avec la sexualité, et bien tôt ou tard va apparaître toutes ces questions autour de la sexualité, ce qui justifie bien le lieu commun qui est qu'entre sexualité et adolescence, il y a vraiment des ponts extrêmement importants. Je vous remercie. Merci.